Ouais, c'est cool. Et bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien et ce matin, je suis en compagnie de deux nouveaux intervenants, de nouveaux speakers, Ludivine qui représente la marque Bexley et Maxime qui représente notre partenaire Fasterize. Merci à tous les deux d'être avec moi ce matin. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts? Ben écoute, ouais, ça va super bien. Merci Charles, merci pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'être là pour parler de ce sujet-là. Il est passionnant, le search Ouais. commerce. On a préparé une presse qu'on a essayé d'un peu alléger avec Maxime, tellement il y a des choses à dire. Donc Oui, voilà, j'espère que le webinaire va être bien riche en tout cas. on en a des choses à dire. Et toi Maxime, comment ça va? Pleine forme aussi. Bon. Merci beaucoup pour nous accueillir sur ce webinaire du coup. Mais avec plaisir et du coup, merci de prendre de votre temps dans l'organisation, tout ça. Pour ce webinaire, justement, comme tu le disais ce matin, le thème, la question qui nous intéresse, c'est la suivante, comment Bexley fait face aux nouveaux défis du search e-commerce. On commence dans dans une petite minute, dans 30 secondes, pour mener cette présentation. Juste le temps de vous rappeler, à vous qui nous suivez, hein, vous avez l'habitude que vous pouvez échanger avec nous dans le chat, l'espace discussion sur le côté de la plateforme. Vous pouvez également vous présenter ou encore réagir aux propos de Ludivine et de Maxime tout au long de leur intervention. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A. On gardera un temps à la fin de la présentation justement pour y répondre. Et dernière info, on vous proposera 2 sondages pendant la présentation. Donc voilà, merci d'avance pour vos réponses. On pourra les débriefer en direct. Dans un premier temps, avant qu'on entre dans le vif du sujet, avec quelques éléments de contexte, je vais vous demander de vous présenter quand même pour qu'on apprenne un peu à vous découvrir. Tous les deux, Ludivine et Maxime. Ludivine, t'es la première sur la slide, et à toi l'honneur du coup pour te présenter, nous parler de Bexley et de ton job un petit peu. Alors, je vais pas encore trop parler de Bexley, j'en parlerai Ok. ensuite. Donc moi-même, je suis directrice e-commerce chez Bexley depuis bientôt 7 ans. Donc bientôt l'âge de raison. Et j'ai commencé moi sur le web par le SEO, par le traffic management. Donc c'est pour ça que je dis que le sujet me passionne. Donc je vous partagerai effectivement tout ce qu'on a pu faire comme retour d'expérience sur ce sujet-là et j'espère qu'on pourra aussi, surtout sur les questions-réponses, étendre toute cette discussion. Voilà, donc merci encore pour cette invitation. Avec plaisir et bienvenue à toi du coup Ludivine et Maxime, je te tends virtuellement le micro pour que tu te présentes. Merci, moi c'est Maxime du coup, je suis Customer Success Engineer chez Fasterize. Donc globalement, j'accompagne les clients sur la partie technique, donc implémentation de la solution et après tout au long de la collaboration. Voilà, pour faire simple et efficace. Simple et efficace. Merci à tous les deux une nouvelle fois de votre présence. Et du coup, comme je le disais, je vous propose de commencer avant d'aller dans le vif du sujet avec quelques éléments de contexte, hein, puisque, bon, on le sait tous, et vous aussi qui nous suivez, vous le savez, le marché du e-commerce, il s'est clairement durci, hein, on peut le dire comme ça, ces dernières années. Il y a déjà une première brique, hein, c'est le contexte économique, avec quelques exemples, des marges qui se compriment, des coûts qui augmentent, et côté consommateur aussi, un pouvoir d'achat qui reste encore plus ces derniers temps fragile. On l'a vu ces dernières années, voilà. Il y a pas mal d'enseignes aussi qui ont disparu. Donc voilà, c'est tout ce contexte économique qui chamboule un peu. Il y a aussi une concurrence qui est de plus en plus féroce, qui est de plus en plus rude, avec les marketplaces, les plateformes sociales notamment, ou encore des acteurs internationaux, hein. C'est un environnement presque saturé, où on peut dire ça devient difficile de se différencier et de garder donc l'attention des consommateurs. Ça, c'est la deuxième brique. Et la troisième, c'était aussi l'exigence, bien sûr, des utilisateurs, des consommateurs qui a bougé. On peut parler de rapidité de livraison, de gratuité aussi, des retours, la facilité des retours, la personnalisation, bref, plein de petites briques qu'on peut ajouter à cette exigence des utilisateurs. Donc en fait, chaque clic coûte plus cher et rapporte moins. C'est une équation qui devient complexe. Et en plus de ces 3 briques qu'on vient de vous présenter, il y a l'IA qui arrive pour chambouler encore plus tout ça. Ça vient rabattre clairement totalement les cartes de tout ce jeu-là. Et voilà, ça change aussi la manière de rechercher, d'acheter et d'avoir aussi de la visibilité pour les marques. Et on en parlera justement avec ton retour d'expérience Ludivine. Donc voilà, l'IA, ça s'intègre maintenant un petit peu dans le parcours d'achat. On vous a mis 2-3 exemples ici, hein. Voilà, ChatGPT qui s'associe à PayPal, Perplexity qui lance son programme Merchant, ou encore Microsoft qui intègre Copilot dans Bing. Voilà, les IA sont déjà dans le parcours d'achat, peuvent nous recommander des produits, comparer des prix, orienter nos choix, enfin bref. L'IA chamboule tout. C'est pas un message d'aujourd'hui, mais c'est déjà là depuis plusieurs mois, plusieurs années même.
Mais c'est une vraie rupture en tout cas, puisque l'assistant devient un intermédiaire entre la marque et l'utilisateur. Et du coup, en fait, on vous a mis aussi sur la slide suivante quelques schémas. Le schéma d'avant, un classique qu'on connaît tous, celui de la gauche, voilà, un mot-clé, un moteur, un clic vers le site et un parcours jusqu'au paiement. On connaît ça par cœur, vous comme moi. Et aujourd'hui, voilà, le schéma du milieu. Ce schéma, il change. L'utilisateur, il peut dialoguer, donc, comme on le disait, avec un assistant IA qui recommande des produits, qui renvoie vers quelques liens sélectionnés. Et après, le schéma de droite, on est encore dans l'expectative, mais voilà, le e-commerce agentique, les agents autonomes, comme on en entend beaucoup parler, qui sont capables de rechercher, de comparer, d'acheter pour nous, sans passer par la case visite du site. Donc on confie voilà, une tâche à l'IA, je ne sais pas, par exemple, je cherche une paire de chaussures cuir marron livrée demain ou avant-demain, et voilà, l'agent s'occupe de tout ça. C'est clairement un changement profond donc dans la chaîne de valeur e-commerce. Donc comme on vient de l'évoquer, avec tout ce qu'on a pu voir maintenant, l'e-commerce n'a jamais connu une telle mutation, si on peut parler de mutation, et ce qui nous amène donc à nous poser la question suivante: comment rester visible et rentable dans ce contexte? Et là, rien de mieux que cette transition pour te tendre la parole, Ludivine, puisque tu es directrice e-commerce chez Bexley, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc, tu vas nous partager comment Bexley, justement, a vu cette transformation arriver et surtout comment elle s'adapte aujourd'hui à ces grands chamboulements. Je te tends donc le micro virtuellement pour nous répondre à cette question. Eh ben, merci Charles. Justement, pour vous présenter très rapidement Bexley, donc nous sommes une marque lyonnaise de chaussures et vêtements pour hommes, marque qui va à l'encontre de la fast fashion. En fait, on a des gammes qui sont plutôt orientées pour être durables, pour être intemporelles. Notre positionnement, c'est un positionnement que je qualifierais de luxe accessible, et notre particularité, c'est qu'on propose du prix unique en fait par catégorie de produits, et des prix qui sont dégressifs en fonction du nombre d'articles qu'on va acheter. Bexley, c'est une première boutique à Lyon en 1985 et un premier site web qui a été lancé en 96. Alors vraiment, j'insiste sur la date. Pour les plus anciens d'entre nous, Google a été lancé à peu près en 2000-2001 en France. Donc, Bexley est arrivé avant même Google sur le web. Et aujourd'hui, notre site se décline en langue anglaise et espagnole. Et puis, on a continué aussi à faire croître nos boutiques, parce que c'est vraiment un modèle qui est important pour nous, d'avancer avec le web et avec les boutiques. On en a 45 aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. On va ouvrir d'ailleurs à la fin du mois notre 5e boutique à Séville. Alors, pour revenir justement sur la slide suivante, sur notre modèle, je dirais, de visibilité historique, en fait, on s'est appuyé sur quatre leviers. D'une part, sur ce que je regrouperai dans le paid, tout ce qui est SIA, affiliation et retargeting, qui permet pour un e-commerçant d'accéder à un volume rapide et en tout cas avec un ROAS accessible. Comme toute marque aussi, on s'est mis sur le social pour l'image de marque, d'autant que le social, il y a encore quelques années, permettait d'atteindre un reach important avec une quasi-gratuité. Donc, derrière le reach important, j'entends le fait que la marque arriver en tout cas facilement à être visible et à engager sa communauté. En parallèle de tout ça, on avait aussi le CRM et plus particulièrement l'emailing. Donc, c'est pas en soi une source préférentielle d'acquisition, mais l'intérêt de l'emailing, quand on anime sa base client, c'est que ça permet d'amortir ses coûts d'acquisition. Et c'est un levier en termes d'audience qu'on a travaillé par le passé, plutôt en envoyant des newsletters généralistes en masse à toute notre base de données clients. Et je fais attention, je mets des guillemets par respect pour l'équipe CRM, c'est un canal un peu moins intelligent, qui était en tout cas un peu moins intelligent, en tout cas facile à l'époque à exploiter. 4e levier important est le SEO dans tout ça. Mais justement, quand je suis arrivée en 2019, en fait, le SEO chez Bexley était surtout lié à la marque. En fait, on n'avait quasiment pas de visibilité sur des requêtes hors marque Bexley. Et donc, de façon assez simple, on a initié un SEO un peu plus tactique pour pas de suite aller chercher les requêtes concurrentielles. Donc, on a mis en place des must-have avec des balises qui sont bien remplies, du maillage interne avec des
un pilotage des règles d'indexation avec la gestion du contenu dupliqué. Tout ça a été grâce à des modules qu'on trouve sur le marché, assez simples à initier, et ça nous a permis d'acquérir en tout cas une visibilité que je qualifierais d'honnête. En fait, en travaillant dans les 20-80, plutôt la longue traîne, on s'assure, et encore aujourd'hui, une visibilité sur tous nos marchés, y compris les nouveaux sur lesquels on s'est développé, qui va être entre 15 et 20%. Par contre, si on voulait aller chercher les 20% de requêtes qui font finalement 80% de la visibilité, on a vite réalisé que c'était difficile. Difficile d'abord parce que pour un retailer, il est compliqué de maintenir ses contenus. Il y a l'effet collection. Alors, on n'est pas encore une fois dans la fast fashion. On a quand même une bonne partie de notre gamme qu'on renouvelle de collection en collection, mais on peut avoir des modèles qui ont une durée de vie qui va se limiter à la durée de la collection, donc ils vont disparaître du site. À l'inverse, on va avoir des nouveautés. Tout ça, ça va demander en fait de vraiment un effort important si on veut maintenir un contenu nouveau, exclusif et riche notamment. Donc dans ce modèle, en fait, on s'est permis donc de capitaliser sur tous les leviers d'audience qui pour nous étaient rentables. Et en fait, on a arbitré notre roadmap pour se focuser sur des projets qui avaient un impact business immédiat, et particulièrement sur des projets liés à la conversion, à l'expérience utilisateur. Alors pour nous, en plus, web boutique. Et on a tout à fait assumé le fait que on reportait des projets SEO qui étaient plus coûteux, notamment en termes de ressources humaines, pour pouvoir générer des contenus, mais aussi plus coûteux en termes de dev spécifique. Donc, on a complètement assumé de ne pas aller chercher, je dirais, ces requêtes concurrentielles. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle qui, jusque-là, plus qu'efficace, en fait, il a été efficient. On a, pendant toutes ces années, non seulement maîtrisé notre ROI grâce à un pilotage bien rigoureux de nos investissements, mais aussi en termes de résultats, très concrètement, depuis 2020, on a fait une croissance à 2 chiffres tous les ans, et encore même l'année dernière. Donc, après tout, ce modèle, il est gagnant, et malgré ce potentiel qu'on peut trouver avec le SEO sur du long terme, je vous ai parlé de tout ce qu'on pourrait encore avoir sous la pédale avec des requêtes plus concurrentielles, finalement, il est devenu au cours des années un peu le parent pauvre de notre modèle d'acquisition. Ce modèle de visibilité d'acquisition historique, en fait, aujourd'hui, et puis d'ailleurs depuis quelques années, il a été bousculé. Bousculé pourquoi ? Tu l'as dit un peu, Charles, les coûts d'acquisition, notamment du paid, ont explosé. On se retrouve avec effectivement une saturation d'annonceurs, avec les mêmes audiences sur lesquelles on va se battre. On a commencé à avoir il y a quelques années des restrictions au niveau du tracking, que ce soit avec iOS et Meta, ou encore l'annonce, la fin des cookies tiers. Donc ça aussi, ça a finalement un petit peu dégradé le ciblage ultra précis qu'on pouvait faire. Et puis, il y a eu l'arrivée de toute l'automatisation avec, je donne l'exemple d'un Performance Max chez Google, qui peut avoir des effets pervers parce qu'il va favoriser des annonceurs à gros budget, et puis on va tous se retrouver sur les mêmes types de requêtes, acheter un produit, et on va se battre sur les mêmes audiences. Et tout ça, ça a eu un impact en fait sur le ROAS, et ses coûts explosent depuis, je dirais, au moins 2-3 ans. Parallèlement à ça, le social, alors c'est plus du tout un reach important et gratuit. Le social, on a basculé vers du shopping. Il y a l'influence effectivement qui a émergé, et puis vers du paid, bien sûr. On trouve maintenant du ads, et c'est aussi une partie de notre modèle maintenant d'être aussi sur Meta avec les ads. Concernant le CRM, et particulièrement sur l'emailing, en fait, aujourd'hui, c'est moins facile à exploiter. La délivrabilité, c'est pas nouveau, mais c'est toujours aussi compliqué à partir du moment où on envoie nos newsletters à 8 heures, d'arriver dans les boîtes dans les minutes qui suivent, et d'arriver en plus dans les boîtes de réception. Et puis surtout, on a basculé vers tout le marketing automation, donc tout ce qui consiste à faire des relances de panier, des relances de visite, et tout un welcome pack quand
sont un client secret. Ce sont des campagnes qui sont beaucoup plus rentables, mais qui sont un petit peu moins faciles aussi à exploiter parce qu'il y a des scénarios à mettre en place. Ça demande de segmenter. Et en parallèle, on a aussi la concurrence quelque part des notifications push qu'on peut avoir sur certaines apps et du canal SMS et voire même maintenant le format RCS qui commence à arriver. Et puis, bon, pour finir aussi sur le fait que ce modèle est bousculé, c'est effectivement la révolution IA pour le search. Tu l'as montré, Charles, tout à l'heure à travers les captures. On se rend compte, alors même si c'est encore un peu confidentiel, mais dans le cadre d'un parcours d'achat, les utilisateurs utilisent de plus en plus effectivement l'IA. Les modalités de recherche évoluent. On peut maintenant rechercher en chargeant une image, en prenant une photo. La voix également, il y a un regain des assistants vocaux, et tout ça se fait en langage naturel. Et en réponse à tout ça, l'IA en plus va ajuster en temps réel ses réponses et les hyper personnaliser. Donc c'est quand même des grosses révolutions qu'on peut observer. Et je pense que si tu peux montrer la slide suivante, j'ai voulu illustrer ça donc avec donc une capture, enfin les screenshots que vous voyez, je les ai fait la semaine dernière sur mon compte perso ChatGPT. J'insiste parce que j'y ai jamais parlé de Bexley. En fait, je l'utilise vraiment pour faire des tests et puis voir ce qu'il va me donner en n'étant pas trop pollué par mon côté professionnel. Donc là, typiquement, je lui ai parlé en langage naturel. Je lui ai dit voilà, je cherche des chaussures en cuir pour un mariage où je suis témoin. Je me suis fait passer pour un homme, il ne sait pas que je suis une femme. J'aimerais pouvoir les reporter pour mes réunions professionnelles, qu'elles me tiennent tout l'hiver, qu'elles soient confortables. Et puis, il faut que tu saches que j'ai des costumes de couleur foncée et je ne veux pas mettre plus de 200 €. Donc la réponse que m'a sortie, et la première réponse véritable, je ne l'ai pas retouchée, je vous assure. C'est intéressant, donc c'était sur la V5, il a mis 43 secondes à réfléchir. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir les mécanismes qu'il a pu utiliser pour générer sa réponse. Donc déjà très bien, il me propose un modèle Richelieu. Bonne pioche, c'est effectivement ce qui pourrait être idéal à proposer. Là où il va plus loin en fait, c'est que moi je lui ai juste dit, je veux des chaussures qui tiennent pour l'hiver. Derrière, il a compris que l'hiver il pleut, que quand on a des chaussures en cuir, potentiellement on peut glisser, il y a des notions d'adhérence, donc de suite il m'oriente vers une semelle gomme. Par ailleurs, il comprend que j'ai besoin de chaussures confortables et il va s'intéresser cette fois à des caractéristiques alors très spécifiques sur les chaussures en cuir. On parle des cousus Goodyear et des cousus Blake. Il me dit pour du confort, plutôt à orienter sur un cousu Blake. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, comme je vous disais, je lui ai rien lâché au niveau personnel, il ne me connaît pas bien, il ne connaît pas mes pieds, mais il s'est interrogé, il s'est dit si jamais j'ai un coup de pied fort, on peut peut-être proposer une alternative vers un modèle comme les Derby qui sont un peu plus confort effectivement que les Richelieu. Et derrière, vous voyez dans la sélection, il m'a proposé, alors j'ai fait le premier résultat, je vais être honnête, il y avait nos concurrents sur les positions 2 et 3, mais le fait d'être en numéro 1, ça fait plaisir. Il me propose donc un modèle qu'on a chez Bexley qui est une Richelieu Stanford noire, donc avec une semelle gomme. Très bien. Là où j'ai aussi encadré des choses qui m'ont interpellée, c'est qu'il me propose une dispo rapide, alors qu'à aucun moment je lui ai dit quand était le mariage, à aucun moment je lui ai dit que je voulais disposer rapidement de ces chaussures. Donc j'imagine qu'il a été voir sur Bexley, qu'il a vu qu'on me proposait du click and collect, de la livraison express. Et peut-être qu'il sait de par mon historique que j'aime bien que les choses avancent vite. Donc c'est pour ça qu'il me propose de la dispo rapide. Je l'ai pas encadré, je l'ai vu après coup. À côté de la sélection, sous 200 €, il a écrit en capital fiable. Et ça, moi, je me demande si c'est pas lié à justement tous les tests que je faisais. Je me suis retrouvée parfois avec des hallucinations, comme tout le monde, et je l'ai retoqué plusieurs fois. Et peut-être qu'il a compris que je ne faisais pas toujours confiance. Et alors, pour moi, il a écrit en capital, voilà, la sélection que je te propose, c'est plus que fiable. Tu peux y aller les yeux fermés. Donc, c'est plutôt amusant aussi de voir cette adaptation à mon historique. Et puis enfin, là aussi, c'est assez nouveau. Maintenant, il y a des liens effectivement dans les réponses. Donc, il fait un lien
lien vers le site Bexley. Et en fait, il fait pas un lien vers la fiche produit du fameux modèle Stanford GOM. En réalité, il fait un lien vers la catégorie Richelieu, peut-être parce que il veut me donner aussi du choix, parce qu'il y a d'autres alternatives effectivement que je peux avoir en fait en dehors de la Stanford GOM. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, quand on voit cet exemple-là, c'est que le SEO entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire penser je prends mes mots-clés et j'optimise ma landing, en fait, ça suffit plus. Ça faisait un moment déjà que ça ne suffisait plus avec notamment un des critères de Google avec Navboot. On savait très bien qu'il fallait aller au-delà du clic et de travailler l'UX, l'expérience post-clic, puisque Google via Chrome, qui est un vrai mouchard, commençait à mesurer le comportement des utilisateurs post-clic sur un résultat de recherche. Maintenant, avec les LLM, clairement, là, cet exemple montre bien qu'on n'est plus sur ce principe de mots-clés landing. Pour la marque, il faut penser maintenant à proposer des contenus qui ont une réelle valeur ajoutée et qui soient adaptés aux personas. Donc ça veut dire aussi pour nous qu'il faut penser aussi à revoir et à restructurer ces contenus. Et pour ça, il va falloir qu'on revoie clairement nos process internes. Je vous parlais de différents blocages qu'on pouvait avoir, notamment par le fait que notre roadmap pouvait être contrainte par des projets SEO. En fait, il faut qu'on avance autrement. L'IA avance à vitesse vertigineuse. Il faut que nous aussi, commerçants, puissent avancer en cycle court, qu'on puisse délivrer plus vite. On ne peut plus attendre 6 mois pour pouvoir sortir une reco SEO. Et puis, il faut qu'on fasse pas un big bang non plus, qu'on ait une démarche, je dirais aussi un peu agile, mais qu'on puisse tester, qu'on puisse mesurer et qu'on puisse itérer. Donc tout ça, je pense que ça fait lien avec ce que Maxime va vous présenter. Exactement. Et du coup, c'est à partir de ces enjeux, de ces constats, ces problématiques qu'est née une nouvelle approche, le Edge SEO. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager quelques chiffres. Donc c'est une étude qui a été réalisée fin 2024 sur à peu près 300 référents SEO techniques. Et globalement, ce qu'on constate et ce que révèle ce sondage, c'est que 53% des recommandations SEO techniques ne sont jamais mises en œuvre. Donc on fait des audits, on a des recommandations, mais on ne déploie que la moitié. Et dans les raisons pour lesquelles ne sont pas déployées ces recommandations, donc 50% par manque de ressources techniques, donc on n'a pas les développeurs pour pouvoir déployer l'ensemble des recommandations, 40% de cette non-priorisation sont liées au fait qu'il y ait une concurrence forte pour la priorisation justement des projets dans les roadmaps e-commerce et 25% sont dus à une complexité beaucoup trop technique, donc qui rejoint un peu le manque de ressources et de moyens pour pouvoir déployer correctement l'ensemble des recommandations SEO. Du coup, dans un monde idéal, la solution idéale serait de pouvoir déployer les recommandations facilement, rapidement, sans contrainte, et tout en pouvant démontrer l'impact et donc la valeur. Donc, pour continuer, petit sondage. Est-ce que vous connaissiez déjà le concept de Edge SEO ou pas? Le sondage vient d'être lancé, donc il faut attendre quelques petites secondes pour avoir les premiers résultats. On a des premiers résultats qui arrivent. C'est globalement du oui pour l'instant. Tac, 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 ça mouline, ça mouline. Ah bah du coup, on est rebasculé vers le non à 75%, tu vois. Donc les premiers résultats, c'était du oui. Direct, ceux qui connaissaient, ils ont foncé sur le oui. Et là, on est plus aux alentours de 75-80% de non, tu vois. Très bien. J'ai bien fait de venir, du coup. Ouais, voilà. Alors, le concept de Edge SEO, ça permet, donc ça désigne le fait de pouvoir implémenter des recommandations at the edge en temps réel sans dépendance technique. Donc c'est une vraie opportunité de pouvoir modifier le code source HTML de vos pages pour y appliquer vos recommandations SEO. Nous, chez Fastorize, fort de notre expérience
de modification at the edge, on a développé une plateforme qui permet de faire l'ensemble de ces modifications orientées SEO. Donc, comment ça fonctionne chez nous? On vient interfacer un moteur d'optimisation entre les internautes et votre site d'origine. Donc, la requête traverse notre moteur d'optimisation, elle va jusqu'à votre origine, on récupère la réponse, et c'est au moment où on récupère la réponse de votre site, de votre version d'origine, qu'on vient y appliquer l'ensemble des optimisations SEO qui auront été paramétrées dans notre solution. Et donc ensuite, on est capable de fournir ces réponses optimisées à la fois aux internautes et aux bots, du coup. Oui, et puis c'est important ce que tu dis, Maxime, hein, quand tu dis on est capable de fournir à la fois aux internautes et aux bots. Moi, quand j'avais commencé à entendre parler de la solution Edge SEO, je me suis dit, OK, on va modifier du HTML dans un but SEO. Et de suite, j'ai pensé au cloaking. J'ai dit, oula, on va présenter peut-être un contenu HTML, on va en modifiant le code source au robot qui est différent de celui qu'on présente aux utilisateurs. Alors que là, non, pas du tout. Tu le présentes très bien en termes de techno. C'est strictement le même code qui va être présenté à l'utilisateur et au robot. C'est le code source initial, effectivement, est modifié, mais le code source initial, personne ne le voit. En tout cas, pas l'utilisateur final, que ce soit un bot ou le client. Exactement, et du coup, on n'est pas dépendant à des technos tels que le JavaScript qui peut ne pas être lu, détecté par les crawlers et par les bots. Et donc, on a une vraie interface qui permet de gérer tout ça chez Fastorize. Donc, à la fois le SEO technique, donc on va pouvoir corriger des balises HTML, donc corriger le balisage, gérer des redirections, gérer des codes d'erreur, piloter les fichiers robots.txt, par exemple. On va pouvoir gérer les contenus, ajouter du contenu, modifier, supprimer. On va pouvoir s'appuyer sur les IA aussi justement pour générer du contenu, les appeler, consommer leurs réponses et venir les intégrer à vos pages. On va pouvoir travailler le link building, donc travailler le maillage interne, injecter des liens, des boîtes de liens pour lier les pages entre elles, faire de l'obfuscation aussi pour éviter d'envoyer du jus vers des pages qui ne seraient pas intéressantes. Donc tout ça à partir de l'interface. Et donc globalement, le Edge SEO, c'est une vraie opportunité pour apporter de la valeur immédiatement, donc pouvoir déployer les recommandations dès la présentation, dès la réception de votre audit. Vous ne perdrez plus de temps pour obtenir les résultats. Vous aurez plus à batailler pour faire passer vos tickets dans des roadmaps. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle en vous affranchissant des limitations techniques notamment. Et vous pouvez redevenir un vrai moteur de votre stratégie SEO et pas uniquement spectateur et dépendant d'une roadmap. Et vous pouvez aussi surtout adapter votre stratégie en temps réel pour les chatbots, enfin pour les bots IA, pour Google, pour l'ensemble des évolutions qui sont faites. Vous allez pouvoir tester, itérer, avancer et répéter ça à l'infini. On repasse. Désolé, j'étais en mute, excuse-moi. J'avais juste une petite précision à faire. Avant de te repasser la main, Ludivine, j'ai réactivé mon micro, donc normalement c'est bon, on m'entend. Donc résultat définitif du sondage, voilà, 75% de non. Donc comme tu te disais, tu as bien fait d'être là ce matin pour pouvoir expliquer ce concept. Et justement, on parle vraiment d'un concept avant tout. Ça redonne la main aux équipes aussi pour plus de performance, une meilleure réactivité aussi, et peut-être insister sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être dev, hein, si je comprends bien, pour maîtriser tout ça en fait. Exactement, c'est vraiment le fait de reprendre la main sur la roadmap SEO, de pouvoir déployer les recommandations et de ne plus être dépendant d'un socle technique ou de développeurs, de pouvoir gérer, de pouvoir activer, désactiver les recommandations, de pouvoir les tester et vraiment de retrouver une vraie agilité sur le sujet, quoi. Ok, bon, merci pour cette précision. Bon, bah, voilà, vous le voyez un petit peu de quoi on va parler. On va se retourner vers Ludivine et vers Bexley. Mais voilà, ce qui nous intéresse maintenant, Ludivine, c'est de savoir comment justement chez Bexley vous avez intégré cette approche dans votre stratégie globale, hein, si on peut le dire comme ça. Voilà, est-ce que c'était une solution que vous avez déployée dès le premier jour? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler de ces phases en fait?
En fait, cette solution, on l'a pas intégrée immédiatement, on l'a intégrée finalement au bout d'un chemin parce que le besoin a mûri à travers les différentes phases que je vais vous présenter. Et en fait, Edge SEO est arrivé au bon moment. C'est pour ça que je vous parlais de ce modèle aussi de visibilité historique. Historiquement, donc au moment de notre replatforming, quand on a changé notre ancienne plateforme là qui avait duré quasiment 20 ans vers une plateforme plus du marché, un Magento en l'occurrence, on s'est doté d'un module SEO pour à minima gérer les balises SEO, pour contrôler le crawl, l'indexation, pour pouvoir piloter nos redirections. Je reviens encore sur l'effet collection et les articles tant qu'ils peuvent apparaître et disparaître, les variantes qu'on peut avoir sur des modèles et qui créent du contenu dupliqué. Parce que l'on a un caractère international, la compatibilité multilingue aussi était importante. Donc en termes de modules, maintenant je parle pour Magento, mais quelle que soit la plateforme, on trouve des modules SEO qui permettent au moins d'adresser ce sujet, des must-have du SEO, vraiment des fonctionnalités que j'appellerais socle pour le SEO. Derrière tout ce côté balisage et technique, je glisse un petit peu vers l'expérience utilisateur, mais aussi vers un des critères de Google que sont les Core Web Vitals et tout le côté web perf. Alors, quand on parle de web perf, on ne parle pas d'aller regarder le chiffre d'affaires, les ventes du web ou certains KPI. Le terme, en fait, derrière regroupe tout ce qui a trait à la vitesse de chargement d'un site et l'apparition des différents éléments sur une page pour que l'internaute puisse interagir. Donc nous, dès 2020, 2019-2020, avec notre intégrateur à l'époque et notre hébergeur, on s'est penché sur la mise en place on a même mis en place un CDN donc pour gérer nos assets statiques, les images notamment. On a intégré des bouts de code notamment pour les blocs CMS qu'on crée avec des images pour faire du lazy load, c'est-à-dire pour différer l'apparition d'une image qui peut être un peu lourde. Et puis les techs ont aussi sont penchés aussi sur le code pour le minifier et permettre d'accélérer le chargement de nos pages. Donc tout ça, c'était un projet en fait qui a duré sur plusieurs semaines et qui nous a complètement gelé notre pré-prod parce que dès qu'on commence à toucher à tout ça, on s'interdit bien évidemment de repasser des évolutions UX parce que potentiellement il peut y avoir du JavaScript. Donc autant vous dire que si on commence à minifier du code existant, on va pas non plus polluer avec ce genre d'évolution. Ça a bloqué aussi les ressources de notre intégrateur. Et donc on l'a fait en se disant c'est du one shot. De toute façon, chaque année, il va falloir qu'on repart le web perf parce que on va évoluer, on va faire des évols et ce chantier-là, il va bien falloir trouver des solutions pour que notre roadmap ne soit pas gelée. Et c'est pour ça que dans la phase 2, un des premiers outils dont on s'est doté, c'est moins le sujet aujourd'hui, mais c'est important aussi dans un cadre SEO, c'est EdgeSpeed, qui est aussi proposé par Fasterize. EdgeSpeed, Maxime pourra rebondir, mais désormais on l'intègre dans chaque évolution UX. On est vraiment tripartite avec notre intégrateur et avec Fasterize dès qu'on a une évol à faire. Pour justement, Maxime a l'habitude, on lui demande régulièrement son avis. Et le gros intérêt, en fait, c'est que ça ne vient pas bloquer notre roadmap et ni des ressources IT spécialisées parce que très vite on est sur des sujets qui sont techniquement parfois très 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 avancés. Oui, effectivement, sur la partie EdgeSpeed, le concept est globalement le même que sur la partie Edge SEO. On profite de faire l'ensemble des optimisations orientées web perf at the edge, donc avant de fournir la page et le code source aux utilisateurs. Et donc on applique vraiment toutes les bonnes pratiques web perf de façon instantanée à la volée. Et donc c'est un sujet derrière qui peut être un peu dépriorisé par rapport à d'autres sujets e-commerce, quoi. Mm-hmm. Et donc, ce que je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, pendant les 5 dernières années, en fait, on a fait des arbitrages pour mettre de côté toutes les autres évols et SEO et se concentrer sur l'UX et sur l'immerge. Donc,
je vais pas tout vous citer, mais en fait, on s'est d'abord concentré sur une refonte de nos rayons, de nos catégories, avec dans l'idée de toujours mieux guider l'internaute vers le meilleur modèle possible, vers la fiche produit. Sur la fiche produit également, on a fait des refontes pour proposer tout un tas d'outils à la vente. Et puis, parce que on a aussi des boutiques, on a déployé des plus gros projets autour du commerce unifié. Alors derrière le commerce unifié, on parle notamment d'unification de nos stocks, donc en proposant à la vente sur notre site à la fois les stocks de notre entrepôt et les stocks de nos boutiques, ce qui peut être source en tout cas de revenus en fin de collection ou des modèles qui ne sont plus qu'en boutique parce que notre entrepôt est en rupture, peuvent être expédiés de nos boutiques et répondre aux besoins de nos clients, notamment quand on approche les soldes. On est allé aussi sur l'omnicanalité en permettant de payer avec des moyens spécifiques Bexley comme moyens de paiement, comme la carte cadeau, comme les avoirs, comme les chèques de fidélité, à la fois sur le web et aussi en boutique. Et puis, je vous le disais, on a pu aussi déployer des scénarios de ship from store et de click and collect. Cette approche, en fait, qui a fait qu'on a focalisé véritablement sur l'utilisateur, sur la conversion, sur ce commerce unifié, ça a été vraiment vertueux pour toutes nos sources d'audience. Je vous l'ai dit, ça a eu des impacts immédiats, donc c'était un modèle qui était efficient et qui fait finalement indirectement partie aussi du déploiement d'une stratégie SEO. Il faut aussi penser derrière le clic à la conversion, il faut transformer. Donc ça, c'était cette phase 2. Et effectivement, dernière phase, je vous ai parlé des blocages techniques. C'est une phase où cette année, on souhaite accélérer et lever les blocages qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent en termes de SEO. Alors, j'ai pris un exemple fictif pour rebondir là sur la capture que j'avais faite la semaine dernière, parce que même si on peut être fier que ChatGPT ait poussé un modèle Bexley, la Stanford GOM, en fait, finalement, il a peut-être pas tout vu, parce que pour proposer des chaussures élégantes pour l'hiver, et notamment en cas de pluie, il aurait pu proposer des chaussures encore plus élégantes qui ne sont pas avec une semelle gomme. Notamment chez Bexley, on a des chaussures avec une semelle cuir et un patin qui évite de glisser. Et puis, vous l'avez vu, il a parlé aussi des derbies qui sont plus confortables. Donc, je me dis, quelque part, ça aurait été bien qu'il puisse proposer une sélection de Richelieu, de derby noir avec une semelle cuir avec un patin. Je vous dis ça, c'est parce qu'on a 8 modèles, en fait, qui pourraient y répondre. Et en fait, en termes de blocage SEO, pour pouvoir présenter ce type de page, que ce soit à l'IA, mais aussi au moteur, en fait, on prend ni plus ni moins ce qu'on appelle une page à facettes, une catégorie à facettes, qui présente, qui hérite en fait avec les filtres de tous les attributs d'une catégorie mère. Donc ma catégorie mère, c'est les chaussures villes, et à l'intérieur des chaussures villes, je vais appliquer une facette sur les Richelieu, les derbies, la couleur noire et les semelles avec patin. Tout ça, du fait des fonctionnalités socles qu'on a mis en place, fait que cette page, elle n'est pas visible des moteurs. C'est une page à multiples facettes, et je pense qu'en tant qu'e-commerçant, vous avez aussi le cas sur vos pages à facettes. Elles sont en no-index. Donc, on ne peut pas les présenter au robot parce que elles présentent des attributs qui sont similaires en fait et qui ne peuvent pas être personnalisés par rapport à la catégorie mère. Avec Edge SEO, cette fameuse page, en fait, je vais pouvoir l'indexer et je vais pouvoir l'optimiser. Comment ? Pour l'optimiser, je vais pouvoir effectivement, comme disait Maxime, à la volée, modifier même la balise achat. Je vais pouvoir modifier le texte descriptif qui actuellement présente juste les chaussures villes. Je vais pouvoir faire un texte qui est sympa autour de la chaussure élégante pour l'hiver, de tout l'intérêt de la semelle cuir patin. Je vais pouvoir aussi, si je veux, ajouter des images pour la rendre un petit peu plus sexy. Je peux réécrire l'URL. Vous avez vu l'URL à rallonge peut-être qu'on voit dans tout en haut avec toutes les facettes. Je pourrais l'appeler par exemple Richelieu semelle-patin.html. Et puis, parce que cette page peut être linkée en interne sur d'autres pages, grâce à Edge SEO, Edge SEO va pouvoir remplacer à la volée l'URL très très longue de la page à facettes pour utiliser l'URL friendly.
Et puis, parce que je veux vraiment montrer l'importance de toutes les chaussures villes avec la semelle patin et autour des Richelieu, je peux avoir envie de créer un cocon sémantique en fait autour des Richelieu. Et donc pour créer un cocon sémantique, j'ai besoin de finalement me concentrer sur une thématique et ne pas perturber l'utilisateur avec d'autres liens. Et c'est là que peut intervenir ce qu'on appelle l'obfuscation des liens, donc qui permet sur certaines pages de quelque part fermer des portes pour l'utilisateur, l'empêcher de rebondir vers des sujets qui n'ont rien à voir. Donc si par exemple je suis sur une page de conseils chaussures, potentiellement j'ai mon méga menu qui va mener vers des pulls ou des chemises, et je peux obfusquer en fait ces liens pour limiter les rebonds uniquement aux pages chaussures et ainsi contribuer à créer mon cocon sémantique autour, par exemple, de la thématique Richelieu. Et tout ceci, en fait, peut se faire avec Edge SEO de façon très, très simple à partir d'une Google Sheet, effectivement, qu'on remplit. Pas besoin d'être développeur, c'est ce que disait Maxime. Bon, il faut être évidemment sensibilisé au SEO, mais c'est pas quelque chose qui demande d'intervenir dans les paramétrages du module des catégories ou d'aller sur toutes les pages pour aller corriger les liens href pour mettre la nouvelle URL. Donc, c'est là où déjà Edge SEO nous permet de lever les blocages et pour compléter le type de stratégie qu'on pourrait mettre en place sur cet exemple fictif. Comme je vous disais, en fait, sur cette page, on a potentiellement 8 modèles de Richelieu et de Derby Noir avec la semelle patin. C'est des modèles aujourd'hui qui sont, en termes de contenu, présentés comme étant très similaires. Donc là aussi, ils vont donner des instructions de non-indexation à Google notamment. On utilise la canonical. Et là, aujourd'hui, un e-commerçant peut aussi accélérer, c'est en utilisant l'IA comme un outil de productivité. Aujourd'hui, en générant un prompt, alors en le faisant bien et intelligemment et bien guidé, on peut aussi arriver à avoir des textes qui sont uniques, qui sont engageants et qui peuvent être adaptés aux personas. Et ça c'est vraiment aussi l'opportunité de faire sauter cette canonical et de pouvoir dédupliquer tous ces modèles, de faire en sorte que sur cette page de 8 modèles, en fait, chacun soit unique et que ce soit Google ou même l'IA puisse y voir des caractères différenciants et les utiliser ensuite pour les pousser en réponse personnalisée à chacune des interactions des utilisateurs. Donc tout ça peut se faire de façon complètement indépendante d'une roadmap IT. En termes de workflow de validation, on est sur des choses qui sont très très courtes. Quand vous promptez et que vous avez la réponse, il y a juste à lire finalement le texte et à corriger quelques mots pour qu'il puisse être utilisé ensuite comme par exemple un descriptif de fiche produit. Et puis pour mettre en place les recos SEO, je vous disais, c'est une Google Sheet et peu que ce soit une personne de l'équipe qui le fasse, moi j'ai juste à relire simplement que tout va bien dans chaque colonne, qu'elle a indiqué les bonnes instructions, mais je n'ai pas à aller dans mon back-office pour aller vérifier que sur chacun des sites français, anglais, espagnol, la balise href, elle est bien fermée, que le HAL de l'image est bien mis. Il n'y a plus à faire ça. Donc, on gagne un temps très, très précieux. Et finalement, ce qui va être le plus long dans tout ça, ça va être de réfléchir à sa stratégie, puisque l'outil et la mise en œuvre, finalement, ça n'est plus qu'une formalité. Et puis pour terminer, tout ça, ça nous donne aussi des idées pour des prochaines étapes. Je parlais de nos boutiques. On a un store locator qui commence à vieillir. En 2019, on avait 17 boutiques. Maintenant, on en a 45. On parle à chaque fois de la refonte de ce store locator. Là, dans une idée d'SEO local, l'outil Edge SEO va nous permettre peut-être d'éviter de prendre une solution tout en un et de faire quelque chose rapidement de très personnalisé. Et autre étape, effectivement, autre chantier sujet sur lequel on va se pencher, c'est l'adaptation de notre site, d'adapter nos contenus, je dirais, pour les bots IA. Et c'est là où d'ailleurs, Maxime, je pense que tu vas en parler. Effectivement, du coup, demain, il y a pas mal d'enjeux autour du SEO et de l'arrivée des IA. On voit que les clics diminuent, mais les intentions gagnent en précision. La visibilité ne s'arrête plus uniquement au SERP, mais elle se joue aussi désormais
dans les réponses générées par les IA. Et donc, même si le volume reste un peu limité aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai mouvement, qu'il y a vraiment une inflexion assez forte autour de l'IA. Et donc, les marques qui se préparent maintenant seront probablement celles qui ressortiront le mieux au niveau des réponses qu'on peut poser aux IA. Avec bien sûr toutes les incertitudes. Oui, des incertitudes parce que il y a des nouveaux acteurs, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, Alexa Cime aussi. Enfin, on voit une multiplicité d'acteurs. Qui sera encore là demain? Quand je repense aux moteurs de recherche, on les a oubliés, mais à l'époque, il y avait du AltaVista, il y avait du Lycos, maintenant, il ne reste plus que Google. Qui sera? Il y en aura forcément plusieurs, mais quel poids ces acteurs auront demain? Quel sera leur modèle économique aussi? C'est important. Aujourd'hui, on est sur des formules abonnement, on a des ads qui apparaissent, et puis il y a ce bouton d'achat dans les LLM avec un système d'affiliation, avec un écosystème qui devient en plus complexe. Là, dans les annonces qu'on a pu voir, on a un ChatGPT qui a un partenariat avec un Etsy ou un Booking ou un Walmart et un autre tiers comme Stripe qui vient pour le paiement. On entend parler d'éditeurs comme Shopify aussi qui s'y mettent. Donc tout cet écosystème, comment il va s'organiser et surtout quelle confiance on va la raccorder. Aujourd'hui, il y a encore des notions de transparence. Et alors, si on a plusieurs acteurs, qu'est-ce qu'il va en être des données personnelles? Là, moi, je mets ma casquette de DPO parce qu'à mes heures perdues, je suis aussi DPO chez Bexley et je vois les questions, les demandes que nos clients ont. Ça tourne autour de la gestion des consentements, ça tourne autour des données personnelles. Est-ce que demain, les agents, on sera prêt en fait à laisser à une seule plateforme comme ChatGPT, américaine en plus, l'adresse de notre domicile, notre numéro de téléphone, notre email, notre carte bancaire? C'est pas encore gagné. Et tout ça, en plus, ça me fait écho à l'arrivée, les annonces qu'il y avait autour du bouton achat dans Google il y a 10 ans, le Google Buy Now, donc qui a évolué depuis. À l'époque, Google avait fait disparaître tous les comparateurs de prix avec Shopping. Il y avait des tests sur ce bouton d'achat. Force est de constater aujourd'hui que ça n'a pas été adopté, en tout cas pas massivement. Et pourtant, Google a bien réussi à acquérir de la confiance auprès des utilisateurs parce qu'en peaufinant son algo, il donne des résultats pertinents, mais c'est pas pour autant qu'on est prêt à faire un tout en un, recherche plus achat. Le modèle que tu présentais tout à l'heure, Charles, avec l'évolution vers l'agentique, c'est ce qui commence à se dessiner. On en parle en termes de prospective, mais est-ce que vraiment c'est ce qui va arriver? Est-ce que ce sera un modèle tout en un? Mais c'est des incertitudes et bien malin celui qui pourra dire c'est comme ça véritablement que ça se passera. On a par le passé des exemples qui montrent que pas forcément. Et donc, compte tenu de tout ça, effectivement, nous, chez Bexley, on a une approche qui est pragmatique. Aujourd'hui, il est très important de continuer à optimiser et investir dans la visibilité traditionnelle du SEO. C'est aussi important de continuer à investir hors site pour affirmer son identité de marque, parce que ce soit Google, mais aussi les IA, ne vont pas aller que chercher sur notre propre site. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire comme branding sur les autres sites va être important. Et puis, en plus, il y a des nouveaux acteurs aussi qui commencent à faire figure d'autorité. Typiquement, on reparle des Wikipédia, de Wikidata, de Reddit, qui commencent aussi à faire autorité, et notamment pour les IA. Donc, c'est important d'être diversifié, en tout cas, dans sa visibilité. Nous, on se prépare effectivement en structurant nos contenus, donc pour que les IA tant comprennent la marque que nos produits, mais également nos avantages différenciants. J'en viens encore à ces notions de persona. Et puis, notre approche est effectivement de ne pas faire un Big Bang, de tester, et notamment avec Edge SEO, avec des tests sur les cocons sémantiques, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les Richelieu, Derby Noir, Semelle Patin. Tout ça, c'est pour anticiper aussi l'arrivée du Generative Search, le GIO. Donc,
pour demain, il ne faut pas surestimer encore aujourd'hui le poids qu'auront les LLM, mais il faut s'y préparer. Et c'est en tout cas pour nous la stratégie qu'on a adoptée. Et on pense que c'est ce qui devrait permettre d'être durable. Oui, gagner en agilité et pouvoir tester, c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, voilà, on a déjà des pistes d'optimisation pour le GIO. Avoir un fichier llm.txt pour pouvoir indiquer clairement au bot IA comment consommer le contenu de votre site. Utiliser des technologies d'HTML to Markdown pour rendre le contenu plus facilement digérable par les LLM. Optimiser la web perf, bien sûr. Faire en sorte que votre contenu soit accessible partout rapidement. Éviter d'avoir trop de rendu JS, parce que ça, c'est quelque chose qui vient masquer le contenu au LLM. Travailler des coucons sémantiques, vraiment travailler le contenu et venir enrichir vos pages avec du contenu éditorial qui vient répondre au contexte posé, demandé par les IA. Et donc, sur l'ensemble de ces techniques, il y a des choses qui restent encore pour l'instant un peu théoriques, exploratoires. Le fichier llm.txt, hein, par exemple, c'est quelque chose qui commence à être développé, qui commence à être mis en place par des grands acteurs. Par contre, il n'y a pas encore de consensus clair et précis sur ce que doit contenir ce fichier et est-ce qu'il est vraiment consommé. Par contre, l'intérêt, c'est d'en avoir un, de pouvoir déjà l'exposer au IA. Et voilà, si demain le consensus se fait sur ce fichier, au moins vous serez le premier à, à avoir ce fichier. Et donc, vous aurez une longueur d'avance dans la course à l'optimisation GEO. Yes, on a envoyé un deuxième petit sondage comme prévu par rapport au LLM. J'ai envoyé un petit peu en avance, comme ça nous permet déjà d'avoir les réponses. 65% de oui, 35% de non. N'hésitez pas à nous dire, hein, du coup, ceux qui ont répondu oui, de nous dire comment dans le chat, dans la discussion. Ça peut toujours être intéressant. Voilà. En tout cas, le but de notre échange de ce matin, c'était de vous permettre de réfléchir à ce sujet. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, voilà, d'en prendre conscience. Ceux qui le connaissaient déjà, de vous apporter d'autres éléments aussi, avec notamment et en particulier le retour d'expérience de Ludivine. Et justement, Ludivine, pour terminer, est-ce que tu peux nous donner 3 enseignements à retenir de cette session, de notre échange, à ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure? Je dirais dans les enseignements, c'est 3 nouvelles règles du jeu qu'on a pour 2026 et qu'il faut s'approprier. Déjà, c'est de miser sur cette réactivité qui est nouvelle pour le SEO et ça va permettre notamment de réduire sa dépendance au paid. D'autre part, travailler sa visibilité, c'est bien d'être content d'être numéro 1 dans Google ou sur ChatGPT. Maintenant, il faut surtout pas oublier de travailler l'UX et la valeur business. On en revient aux sources du marketing en fait. On fait des contenus, on répond à un besoin client. Donc ça c'est important de penser qu'on doit transformer. C'est pas tout de ramener le trafic. Donc un e-commerçant doit vendre. Et puis dernier enseignement, c'est se préparer effectivement au LLM dès aujourd'hui, mais le faire sans sacrifier l'humain et la performance. C'est 3 enseignements, 3 règles du jeu à avoir en tête pour 2026. Très bien, merci pour ce bilan. Merci aussi, bien sûr, pour votre présentation, tous les éléments, toutes les réponses que vous avez apportées à notre audience, Ludivine et Maxime. Allez, on va avoir 5 petites minutes pour prendre quelques questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de toutes les prendre, mais voilà, au moins, merci de les avoir posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On pourra vous recontacter ultérieurement pour y répondre à ces questions. Une première question, ce sera sur, bien sûr, hein, répond qui veut, et si vous voulez compléter inversement, vous avez tout à fait le droit. Mais tu en parlais tout à l'heure, Ludivine. Est-ce que vous avez vu de réels changements au niveau du ranking et trafic suite à la mise en place de l'obfuscation, je vais y arriver, du méga menu pour construire le cocon sémantique Richelieu? Est-ce que tu as quelques éléments à ce sujet-là?
Alors, on l'a pas déployé et pas mis en place en tout cas, c'est un exemple fictif. C'est pas l'obfuscation des liens qui va donner des résultats. En fait, c'est vraiment cette stratégie de cocon sémantique avec différents tiroirs qui va permettre effectivement de voir les résultats. Donc, il faut pas se dire je vais juste faire ça, ça va suffire. Non, non, il faut vraiment penser stratégie, de lier en fait entre elles des pages connexes de la même thématique. Je donnais l'exemple de nos conseils chaussures avec nos fiches produits, mais également avec nos catégories. C'est tout ça, c'est tout un tout qui va permettre de pouvoir mesurer nos résultats. En fait, je disais tout à l'heure, le plus long, c'est de penser à la stratégie. On est en plein dedans et il y a un autre volet de cette stratégie, en plus de l'obfuscation des liens, c'est de réécrire aussi nos contenus. Et ça, c'est des choses aussi qu'on fait rapidement avec l'IA, mais on est vigilant, on fait relire ça aussi par l'interne. Hein. Clairement, les équipes marketing et aux produits ont un œil sur ces contenus qu'on a déjà réécrits. Donc, c'est pas encore déployé, ça va pas tarder, mais je ne doute pas une seconde que l'effet des cocons sémantiques, vous avez plein de... Donc, vous pourrez trouver sur ce sujet-là, on aura forcément un impact dessus. Mais c'est pas l'obfuscation qui va donner des résultats. Ça ne suffira pas. Ok, merci pour ta réponse. Je ne sais pas si Maxime, tu as quelque chose à ajouter, mais sinon, j'ai une autre question qui est arrivée. Donc, si tu veux, j'enchaîne. Du coup, certaines balises, pendant que tu parlais de ça, certaines balises sont générées dans le CMS et d'autres dans l'Edge. Est-ce qu'il y a des risques d'incohérence? Comment ça se passe à ce niveau-là? Donc effectivement, on va pouvoir injecter du contenu. Alors soit on injecte du contenu dans des zones qui sont Maxime, tu peux répondre sur... Ouais, il y a un petit décalage. Vas-y, Oui, Maxime. pardon. Soit on injecte du contenu qui est dans du balisage qui est déjà présent dans le code source et on vient compléter, enrichir ou remplacer. Après, on peut aussi venir injecter de nouvelles zones. Et dans ce cas-là, on peut venir choisir des classes qui sont totalement dédiées à l'injection du contenu. Quoi qu'il arrive, on a aussi la possibilité de pouvoir tester les optimisations. Donc, chez Fasterize, on a une extension qui permet d'activer, désactiver les optimisations. On peut aussi restreindre l'optimisation à une page avec un paramètre d'URL particulier pour pouvoir resetter et s'assurer que l'injection du contenu s'affiche proprement. Donc voilà, il y a tout un ensemble de techniques, on va dire, pour pouvoir verrouiller cette injection de contenu. Après, effectivement, un peu comme tous les outils de personnalisation et de modification, il faut faire attention à ce qu'on injecte, quoi, bien sûr. Oui, tester, recéter aussi, hein, c'est important. Hein, il ne faut pas déployer de suite en prod. Hein. Typiquement, nous, on a déjà des choses en pré-prod et on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'adhérence avec de l'existant, effectivement. Très bien, merci à tous les deux pour vos éléments de réponse. Allez, on va encore avoir le temps d'en prendre une ou deux avant de conclure notre échange du matin. Avez-vous mené des actions de backlinks pour maximiser vos chances d'apparaître dans les LLM, par exemple? Alors, des actions de backlink externes, hein, parce que derrière tout le netlinking, j'en parlais tout à l'heure, il ne faut pas oublier la force du maillage interne. Le maillage interne, ce sont des liens internes. Quand vous avez, pour nous en tout cas, un gros PageRank à distribuer, c'est quelque chose aussi qui peut aider. Des backlinks, on a fait quelques essais, notamment sur des thématiques particulières. Il y a quelques années, on a vu un petit effet, effectivement. C'était sur les mocassins, notamment, qu'on avait testé ça. On l'a pas encore fait sur les LLM. Moi, je suis plutôt très frileuse et plutôt avec une casquette, on dit white hat en termes de SEO. Je me dis que le contenu soit naturel et qu'on soit naturellement linké. De pouvoir un petit peu faire accélérer ça au sens une amorce avec quelques achats bien faits et contextuels, pourquoi pas. Je ne serais pas, moi, à recommander d'aller massivement, comme le SIA peut garantir du volume, d'aller massivement aller investir sur des backlinks. Il faut y aller vraiment très prudemment en marchant sur des œufs. Très bien, merci Ludivine. J'ai une dernière question, je pense qu'elle sera plus pour toi, Maxime, qui nous est arrivée il y a quelques instants. Concernant le Edge SEO, quid de la dette technique si toutes les optimisations sont gérées à la volée? Quel process est privilégié par Fasterize? Est-ce que tu as un élément de réponse ou plusieurs à donner à Thibaut, du coup?
Alors, il y a plusieurs stratégies, hein. Effectivement, on peut s'appuyer complètement sur le Edge SEO pour venir gommer justement la dette technique. Et dans ce cas-là, on est dépendant de l'outil, on va dire, mais c'est le cas comme plein d'autres d'outils. Euh, Le Edge SEO aussi, avec la possibilité de pouvoir tester sur une partie, enfin sur un ensemble de pages ou un ensemble de catégories, ça permet aussi de venir tester des hypothèses, de mesurer derrière l'impact pour venir donner du poids à la recommandation dans la priorisation de la roadmap. Donc c'est voilà, soit on s'appuie complètement sur l'outil pour gommer la dette technique et avancer et déployer très massivement les recommandations. Ça permet aussi de dépasser les limites techniques, les limites des CMS. Et après, l'autre stratégie aussi, ça peut être voilà, de tester, mesurer l'impact pour pouvoir venir donner du poids à la recommandation dans la priorisation de la roadmap. Il y a vraiment les deux stratégies qui sont possibles. Après, ça va dépendre derrière de ce qu'on veut faire de l'outil. Merci pour ta réponse, Maxime. Je rebondis parce qu'il y en a une autre qui était un petit peu en lien. Donc voilà, très rapidement, en deux mots, si tu peux y répondre aussi. C'est Franck qui nous disait pas de Edge SEO sans CDN, si je comprends bien. Alors, effectivement, historiquement, le Edge SEO a été vendu en disant on va appliquer ces modifications sur la couche CDN, on va dire. Nous, chez Fastorize, on a vraiment un moteur d'optimisation. Donc, on n'est pas dépendant d'un CDN. Après, on s'appuie tout de même sur un CDN pour venir distribuer le contenu et le mettre en cache parce que ça reste une bonne pratique pour la web performance, pour la rapidité d'affichage des pages. Mais voilà, on a vraiment un moteur qui est indépendant des CDN et donc du coup, on peut venir implémenter notre moteur d'optimisation derrière n'importe quel CDN ou même sans CDN. Oui, d'ailleurs, nous, on a abandonné notre CDN. Hein. Je parlais du CDN de notre hébergeur en 2019-2020. On l'a arrêté en passant avec EdgeSpeed. Ok, très bien. Merci à tous les deux pour vos réponses. On arrive justement au bout de notre échange du matin. On aurait pu faire des minutes et des heures en plus, sûrement sur ce sujet, tant il y a de choses à dire. Mais voilà, on va rester sur une heure. Merci en tout cas une nouvelle fois à tous les deux, Ludivine et Maxime, pour votre présence, pour l'organisation aussi. On pense aussi à Émilie qui est là, qui a beaucoup aidé à la mise en place de ce webinaire. Il y a un replay aussi qui sera disponible, donc si vous voulez revoir cette prise de parole, il n'y aura pas de souci, ça va être envoyé dans la foulée. Ce que je peux vous demander à tous les deux, vraiment pour conclure cette conclusion, c'est un petit mot de la fin, chacun, chacune, pour voilà, terminer cette matinée ensemble. Si c'est OK, Maxime, on commence par toi et puis on terminera par Ludivine. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Et je pense qu'effectivement, être agile, tester, itérer, c'est vraiment la clé de demain. Dans un monde qui évolue très rapidement, très fortement, va falloir pouvoir s'adapter aussi rapidement que les technos et que le e-commerce évoluent. Merci Maxime. Et Ludivine, ton mot de la fin. Moi, merci, mais c'est trop court. Enfin, c'est tellement passionnant. J'aimerais y passer des heures, donc on s'est limité. Mais c'était déjà bien riche et on a essayé d'aller vite. C'était dense. J'espère que tout le monde aussi a pu profiter de ce retour d'expérience. Donc, merci à vous. Merci encore à tous les deux pour votre temps, pour l'organisation. C'était un plaisir de vous recevoir et pourquoi pas remettre ça dans quelques temps pour aborder d'autres sujets et voir si on était vraiment dans l'expectative ou si finalement ça s'est produit. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles réussites sur cette fin d'année et sur 2026 qui va venir très très vite. Et une nouvelle fois, merci de votre présence. Ça a été un plaisir. Passez une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine et à bientôt du coup. Salut tout le monde. Merci, à bientôt. Merci.